Pendant l'occupation, j'étais à l'organisation de résistance de l'armée, puis j'ai fait des tas de missions. Et chaque fois que je passais à Lyon, j'allais saluer l'Action française et Maurras, puisque c'est là qu'ils ont été réfugiés, puis qu'ils faisaient le journal à Lyon à ce moment-là. Et je répétais une fois de plus cette phrase que j'ai toujours dans la tête. Erwan Maurras, il savait ce que je faisais, on en parlait. Et il m'a dit, mon cher Stenbach, ce qui est fort honorant, mon cher Stenbach, l'ennemi numéro un, c'est le Boche. Et bien ça m'est resté. Et depuis, les Allemands sont des Boches. Si Maurras l'a dit, ça peut être que vrai. C'est pas l'air du temps peut-être, mais c'est comme ça quand même. Enfin, pour moi, j'ai toujours cherché à en tuer le plus possible. Non, mais c'est vrai. J'avais un char de combat qui était fait pour ça. Mais quand on fait la guerre, c'est pour tuer l'ennemi. Mais c'est vrai. Et c'est vrai que j'en ai tué. Bon, ça me rend aucun remords puisque c'était le devoir. Mais c'est comme ça la guerre. On tue parce qu'il faut tuer l'ennemi. Bah oui. Non mais on fait pas la guerre avec des lance-pierres. Hein. Non, bah non. Bon, alors. Le 28 juin 1919, le soi-disant traité de paix de Versailles est signé dans la Galerie des Glaces au château de Versailles entre l'Allemagne et les Alliés. Ce traité faisait suite à 4 années d'une guerre infernale qui aura coûté la vie à 1,5 million de Français. Ces derniers surtenirent pendant ces 4 années dans l'enfer de la boue des tranchées, au chaos du feu ennemi, parmi les corps déchiquetés des copains, dans une atmosphère de mort, de mécanique comme de sang, cela au son d'agonisants gazés et des lance-flammes. L'expression « la der des der » fit son apparition alors que le maréchal Foch qualifiait ce traité en ces termes. « Ce n'est pas une paix, c'est un armistice de 20 ans. » Malheureusement, tout comme l'historien Jacques Bainville l'avait dénoncé en 1919, dans les conséquences politiques de la paix, ce traité de Versailles amènerait bien les conditions d'un nouveau conflit avec l'Allemagne. De trahison en lâcheté, comme lors de la signature des accords de Munich le 30 septembre 1938, les dirigeants de la République en France, ainsi que leurs alliés, permirent la montée en puissance du nazisme en Allemagne, ainsi que l'avènement du Troisième Reich. Le 3 septembre 1939, soit 20 ans après la signature du traité, comme l'avaient prédit Foch et Bainville, faisant suite à l'agression de la Pologne par la Wehrmacht, la Grande-Bretagne, puis la France socialiste, dans un élan d'irresponsabilité, déclarent la guerre à l'Allemagne. Après l'interminable drôle de guerre, qui suit le début du conflit, la situation évolue soudainement à l'ouest, lorsque l'Allemagne, le 10 mai 1940, déclenche une offensive sur la Hollande, la Belgique et le Luxembourg. En quelques jours, les troupes allemandes bousculent les forces alliées, qui évacuent les Pays-Bas, se replient sur la rive française de la Meuse et dans le nord de la France. Après avoir percé le front français à Sedan, les panzers se précipitent vers les côtes de la Manche, qu'ils atteignent le 20 mai 1940, puis remontent en direction de Boulogne et de Calais. Comment nos chers soldats se sont-ils comportés lors de cette terrible bataille de France ? L'historiographie abonde en clichés sur la prétendue déroute de l'armée française en 1940, surtout de la part des auteurs anglo-américains, toujours prompts à dénigrer le rôle des soldats français lors de ce conflit mondial. Même si l'enthousiasme fut bien moindre que lors de la Première Guerre mondiale, et on peut le comprendre, les Français mobilisés se montreront pourtant parfaitement à la hauteur de leur devoir malgré la défaite. Citons le cas de la bataille de Stone. Stone est une commune française située dans le département des Ardennes, au sud de Sedan, parfois évoquée comme le Verdun de 1940. Les attaques françaises à Stone furent considérées comme les plus dangereuses de la campagne de l'Ouest. Le village en lui-même changera de camp 17 fois. Du 14 au 25 mai, les Français perdront 7500 hommes sur 42 500 engagés, 17%. Les Allemands 26 500 sur 90 000, c'est-à-dire 29%. Le général Paul Wagner, qui fut colonel à Stone, commandant le 79e Infanterie Régiment, déclarera comme de nombreux autres anciens combattants allemands après-guerre « Il y a 3 batailles que je n'oublierai jamais, Stone, Stalingrad et Monte Cassino. » Malgré la victoire allemande, cette bataille mit en évidence la supériorité des chars français B1 bis face aux panzers allemands. Malgré un mythe répandu, les panzers de la Wehrmacht n'avaient rien d'invincible en eux-mêmes.
Bien au contraire. La France dispose des Saumua S-35 et les B1, B1 bis, qui sont parmi les plus puissants chars d'Europe. Leur blindage résiste à tous les canons anti-chars allemands de l'époque, ainsi qu'aux canons des Panzer II, III et Panzer IV, et leur armement surpasse celui de la majorité des Panzers. La bataille de Stone offrira le spectacle de 13 chars allemands détruits par un seul char B1 bis du capitaine Pierre Bilotte, ayant 140 impacts totalisés sur la cuirasse de son B1 bis, qui ne le mettront même pas hors service. L'historien américain Steven Zaloga, dans son livre Panzer IV et B1 bis France 1940, confirmera la supériorité du blindage français en termes de protection et de puissance de feu. Par comparaison, le char B1 était presque impénétrable, même à courte portée, dû à la faible puissance du canon de 75 mm monté sur le Panzer IV, alors que le char B1 pouvait facilement pénétrer un Panzer. Confirmé également par le général Rommel lui-même, alors commandant la 7e Panzer Division durant la bataille de France. La plupart du temps, les chars ennemis étaient supérieurs aux nôtres en matière de blindage. Le canon anti-char de 37 mm s'est révélé totalement insuffisant contre les épais blindages des chars français et anglais. Plus tard, lors de l'évacuation des armées alliées à Dunkerque, plus communément appelée Opération Dynamo, les soldats français firent preuve d'un grand sacrifice pour contenir l'armée allemande le temps de l'évacuation des soldats vers l'Angleterre. Un général allemand, le général von Blücher, commandant la 18e armée de la Wehrmacht, écrivait dans son journal de campagne pendant le siège de Dunkerque. Malgré notre écrasante supériorité numérique, les Français contre-attaquent en plusieurs points. Je ne parviens pas à comprendre comment ces soldats, luttant parfois à 1 contre 20, trouvent la force de donner l'assaut. C'est stupéfiant. Je retrouve en ces soldats la même fougue que ceux de Verdun en 1916. Nous ne perçons nulle part et nous subissons des pertes terrifiantes. Dunkerque m'apporte la preuve que le soldat français est l'un des meilleurs au monde. L'artillerie française, tant redoutée déjà en 14-18, démontre une fois de plus sa redoutable efficacité. Nos pertes sont terrifiantes. De nombreux bataillons ont perdu 60% de leur effectif, parfois même plus. La comparaison que fait le général von Blücher entre les combattants français de 1940 et ceux de 1916 est particulièrement judicieuse, car elle met en évidence le caractère jusqu'alors intemporel de cette éthique traditionnelle, calquée sur les valeurs de la religion chrétienne qui imprégna le cœur et l'esprit des Français depuis des siècles et qui fit la force de notre peuple. Le 7 juin 1940, ce sera le bombardement de Berlin. Et oui, bien avant les bombardements intensifs de la capitale du Reich par les Alliés en 1944 et 1945. Berlin reçut ses premières bombes en 1940, et ces bombes étaient françaises. Ce fut l'épopée du Jules Verne, premier avion corsaire de l'histoire. 3 avions Farman, quadrimoteur, transatlantique type NC-223.4, le Jules Verne, le Camille Flammarion et le Verrier, destinés à Air France, furent transformés en bombardiers. Le commandant Henri Dallière obtint le Jules Verne pour le militariser afin de combattre les cuirassés allemands Graf von Spee et von Scheer en Atlantique. Il effectue de très nombreuses missions, dont une sur le Berlin et une autour du croiseur Émile Bertin, qui transportait l'or de la Banque de France en Martinique. Le NC-223.4 Jules Verne fut spécialement modifié pour une mission à très haut risque, le bombardement de la capitale allemande. L'avion quitta Orly le 7 juin 1940 en début de soirée avec 2000 kg de bombes sous les ailes et fit route vers le nord, longeant les côtes belges, néerlandaises, allemandes et enfin danoises. L'avion entra ensuite réellement en Allemagne par la Baltique. Le Jules Verne déversa ses 2 tonnes de bombes sur Berlin, une ville alors très mal défendue contre les attaques aériennes. Toutes les bombes y passent, et lorsqu'il n'y en a plus, on passe aux incendiaires. Lorsqu'il n'y en a plus, alors le maître mécanicien Corneillet enlève ses souliers, les balance par la porte. Au retour, il dira « Ils n'ont rien gagné, ils étaient foutus ». Après de nombreuses missions, le Jules Verne trouve asile à Marseille, continue à bombarder Rome et des usines italiennes. Dallière et son équipage bombarderont notamment des usines à Rostock et le 14 juin, un dépôt de carburant à Marghera, près de Venise, comme ils parviendront également à larguer des milliers de tracts antifascistes sur Rome. Avant sa mort le 11 octobre 1942, en défendant l'espace aérien de l'Afrique occidentale française, face aux Britanniques, le commandant Dallière avait demandé à un anonyme de brûler l'appareil pour éviter qu'il ne tombe aux mains des nazis. C'est ce qui fut fait en 1942 dans un hangar à Marignane. L'audace de l'équipage du Jules Verne est à mettre en parallèle avec celui des équipiers américains de James Doolittle
qui bombardèrent Tokyo avec des Nord-Américaines B-25 Mitchell en 1942, après avoir décollé du pont d'un porte-avions. Dans les deux cas, les avions utilisés n'avaient pas été conçus pour réaliser ce genre de mission. Et dans les deux cas, l'effet psychologique de ces bombardements avait été désastreux sur le moral des civils. Nous pouvons citer aussi le cas de la résistance héroïque des cadets de Saumur. Ceux-ci bloqueront pendant plus de 2 jours plus de 2 divisions allemandes, dont la première division de cavalerie, sans oublier l'appui de la Luftwaffe. Les combats commencèrent le 19 juin 1940, après que les troupes françaises prirent position sur 4 ponts de la Loire, qu'elles eurent ordre de tenir coûte que coûte. Les combats héroïques, menés par cette poignée de soldats de 1500 Français contre 40 000 Allemands, équipés de leurs armes d'instruction, contre des forces très supérieures, tant en hommes qu'en armement, furent reconnus par les vainqueurs. C'est le général Kurtfeld, commandant la première division de cavalerie, qui leur donnera le nom de cadets, et qui leur permettra de repartir libres vers la ligne de démarcation. Une section de la Wehrmacht leur rendit des honneurs militaires au passage du pont à Beaulieu-les-Loches. En dehors de la bataille de France, nous pouvons citer également la victoire de Bir Hakeim. À la fin de mai 1942, la première brigade des forces françaises libres occupe le sud du dispositif de la 8e armée britannique en Libye, face aux forces germano-italiennes de l'Axe. Point d'appui à l'extrême gauche du dispositif, d'une importance considérable, empêchant toute manœuvre d'encerclement par le sud des forces alliées, en retraite désordonnée après la défaite et la chute de Tobrouk, qui ouvre la voie du Caire aux chars allemands. Le 27 mai 1942, la position de Bir Hakeim, attaquée par la division blindée italienne Ariete, soutient un combat acharné mené jusqu'à l'intérieur du point fort. L'ennemi repoussé laisse 40 chars sur le terrain. Du 1er au 10 juin, la position harcelée méthodiquement est complètement encerclée par des forces allemandes et italiennes en supériorité numérique écrasante. Le général Rommel, commandant les forces ennemies, s'efforce de faire sauter ce verrou. À l'ultimatum, exigeant une reddition, le général Koenig, commandant la brigade française, répondra « Nous ne sommes pas ici pour nous rendre ». Malgré les tirs d'artillerie et les bombardements aériens les plus violents, la brigade repousse tous les assauts, ne cède pas un pouce de terrain, infligeant à l'ennemi des pertes élevées. Les Allemands et les Italiens ne passeront pas, et ce malgré les assauts répétés des 45 000 hommes entourant la position française sous les ordres de Rommel en personne. Ce dernier dira « Sur les théâtres des opérations africaines, j'ai rarement vu combat plus acharné. Une fois de plus, la preuve était faite qu'un chef français, décidé à ne pas jeter le fusil après la mire à la première occasion, peut réaliser des miracles, même si la situation est apparemment désespérée. » Winston Churchill résumera l'importance stratégique de la résistance française en ces mots. En retardant de 15 jours l'offensive de Rommel, les Français libres de Bir Hakeim auront contribué à sauvegarder le sort de l'Égypte et du canal de Suez. Et Hitler lui-même formulera cette réponse au journaliste Lutz Koch de retour de Bir Hakeim. Vous entendez, messieurs, ce que raconte Koch. C'est bien une nouvelle preuve de la thèse que j'ai toujours soutenue, à savoir que les Français sont, après nous, les meilleurs soldats de toute l'Europe. La France sera toujours en situation, même avec son taux de natalité actuel, de mettre sur pied une centaine de divisions. Il nous faudra absolument, après cette guerre, nouer une coalition capable de contenir militairement un pays capable d'accomplir des prouesses, sur le plan militaire, qui étonnent le monde comme à Bir Hakeim. Bref, autant dire que lors de ces 2 conflits mondiaux, les Français mobilisés se sont toujours montrés à la hauteur de leurs tâches. Ils n'ont jamais démérité. Malgré l'impréparation, ils étaient prompts à la victoire, mais malheureusement pour eux, dans les 2 cas, ils furent dirigés par une majorité d'incapables. La tête était pourrie alors que la base était solide, et comme le dit le vieil adage, une armée de chiens conduite par un loup est plus redoutable qu'une armée de loups conduite par un chien. Voilà qui qualifie justement ce qu'était l'armée allemande face à l'armée française. Durant les 2 conflits mondiaux, les loups français furent conduits par des chiens, alors que la victoire aurait exigé le contraire. D'ailleurs, n'est-ce pas à l'image de la République, l'incompétence en haut et le sacrifice en bas? Cette incompétence et cette faiblesse dans les élites se faisaient déjà ressentir à la veille de la Première Guerre mondiale. Voyant la guerre se profiler à l'horizon, le député socialiste franc-maçon Marcel Samba rédigea un pamphlet. « Faites un roi, sinon faites la paix ». À travers ce pamphlet, rédigé en 1911, Marcel Samba expliquait combien le régime républicain était trop faible et instable, mais aussi source de division et donc incapable de pouvoir gérer efficacement une guerre. Il disait «
aller à la guerre sous des Jules Favre, des Poincaré, des Barthou, des Trochu, des Gambetta, des Clémenceau, nous serions encore condamnés à cela? Comment osez-vous, trop connus, vous qui, en paix, n'êtes déjà que des conducteurs assez médiocres, vous proposez pour chef de guerre, retirez-vous, vous puez la défaite. Alors que la monarchie, source d'unité, de stabilité et d'autorité, offrait bien plus de possibilités et d'efficacité dans la gestion d'un conflit. Voilà un bel aveu de la part d'un républicain socialiste. Il avait conscience de la médiocrité de l'élite qui est consubstantielle à la République. Pour clôturer ce bref exposé, laissons la parole au général Guderian. En dépit d'énormes erreurs tactiques venant du haut commandement allié, les soldats français de 1940 ont opposé une résistance extrêmement coriace et avec un esprit de sacrifice extraordinaire, digne des poilus de Verdun en 1916. Général Heinz Guderian, commandant le 19e corps d'armée. Malgré cet héroïsme, comme ce sacrifice de la part des combattants français, la suite nous la connaissons. Ce sera l'armistice avec 2 millions de prisonniers, 4 années d'occupation, le rationnement, le STO, la résistance, puis la honte de devoir attendre qu'une armée étrangère vienne nous libérer. Nous pourrions aussi parler du commando Kiefer, participant au débarquement allié le 6 juin 1944. Après un entraînement particulièrement poussé et sélectif à Achnacarry, en Écosse, 177 Français commandés par Philippe Kiefer s'élancent sur le sable de Sword Beach, face à Ulström, avec pour objectif immédiat la prise de la batterie installée dans le casino. Sans oublier aussi la création d'un groupe de chasse Normandie-Niemen, rassemblant des aviateurs français de la France libre, incorporés dans l'armée de l'air soviétique, ayant combattu les Allemands de 1942 à 1945. Les pilotes du régiment Normandie-Niemen ont effectué 5240 missions, totalisant 4354 heures de vol. Ils ont livré 869 combats aériens et ont obtenu 273 victoires sûres. N'oublions pas de signaler la chasse française, handicapée de moyens récents comme le magnifique DeWhite D520, l'équivalence français du Spitfire anglais, légendaire. Nos pistes d'aviation changeaient de terrain tous les jours, mais tous nos corps d'armée se battaient. Et également, cet acte symbolique de voir des soldats de la 2e DB et du général Leclerc être les premiers à s'introduire dans le Kilseinhaus, le nid d'aigle, dès la nuit du 4 au 5 mai 1945. Bref, nous n'avons pas à rougir de la combativité de nos soldats français durant les épreuves de la Seconde Guerre mondiale. Le seul malheur de ces soldats, comme de tout le peuple français depuis 1789, c'est la République et ses pseudo-valeurs. Ce régime a ouvert les portes du pouvoir à tous les incapables, à tous les traîtres, les irresponsables et les incompétents. Forcément, quand l'accession au pouvoir ne se fait que par l'argent et la communication, à défaut d'une transmission héréditaire, il faut s'attendre à un grand nombre de fruits pourris. On est loin d'un Louis XV s'exprimant devant les morts de Fontenoy à son fils. Voyez ce qu'il en coûte à un bon cœur de remporter des victoires. Le sang de nos ennemis est toujours le sang des hommes. La vraie gloire est de l'épargner. Attardons-nous un instant et réfléchissons à ce que fut la vie de ceux qui survécurent. Regardons notre pauvre liberté si cher payée devant tous les abandons successifs des gouvernements depuis. Le sacrifice de tant d'hommes, comme de femmes et d'enfants, criant à nos oreilles « Que faites-vous de cette liberté gagnée et de la dignité des héros et morts d'hier ?» Quelle honte devraient avoir ces hommes, les poches pleines d'argent et non de vertu, prétendant diriger notre pays. Ceux-ci sont inefficaces à toute décision, à toute anticipation, bref, à toute notion de gouvernement devant les victimes innocentes d'hier et d'aujourd'hui. Ont-ils une pensée pour la vie de ces familles blessées au profond d'eux-mêmes, mères ou épouses, sœurs ou fiancées, comme enfants souffrant devant un pays s'effondrant, voyant les listes de victimes innocentes s'accumuler? Et tous ceux, seuls à jamais, devant l'indifférence d'un système qui n'a rien d'humain, puisque bâti sur le mensonge et le sang. Nous ne pouvons que dire merci à nos combattants français et tout faire pour que ce régime de la défaite disparaisse à jamais des commandes du vaisseau France. Aujourd'hui et demain se profilent de nouveaux conflits, ainsi sont les hommes. Il ne tient qu'à nous de ne pas commettre les mêmes erreurs. Le responsable reste dans une république que certains confondent avec la France. Il n'y a pas de régime idéal, mais seulement des gouvernements plus humains. Il ne tient qu'à vous de découvrir comment vivaient nos ancêtres afin de comprendre combien la Révolution vous ment.
Le règne de l'usure et de l'argent dirige ce système aux ordres d'un nouvel ordre mondial. Libérez-vous et brisez vos chaînes. Ouvrez les archives, textes, élections, guildes, contrats, droits corporatifs d'avant 1789 et vous comprendrez que seul un roi peut être garant de nos libertés et incarner la grandeur de notre civilisation, car notre jour viendra.